Personne n'aurait imaginé qu'une simple panne de batterie deviendrait le point de départ de tout ce qui allait suivre dans la vie de Jacob, un mécanicien modeste d'Oda. Chaque jour, il réparait des véhicules sous un soleil écrasant, avec de l'huile incrustée à ses doigts et la sueur lui collant au dos, travaillant dans un petit atelier fait d'un abri bricolé, de quelques outils rouillés et d'un rêve fragile, un avenir meilleur pour sa femme Mariam et leur fille Hélène, 8 ans, brillante et têtue comme lui. L'amour les unissait, mais il ne suffisait pas à remplir les assiettes ni à payer les factures, et ses manques rongeaient Jacob de l'intérieur. Un mardi semblable à tous les autres, il n'avait gagné que 3000 neuras sur une réparation, trop peu pour nourrir sa famille lorsqu'un appel urgent d'Alagusa le fit se précipiter vers un nouveau site résidentiel isolé, au milieu de poussière rouge et de bâtiments encore inachevés. Là, un Range Rover noir était en panne, et près du véhicule se tenait une femme élégante, vêtue d'un tailleur crème plus cher que tout ce que Jacob possédait. Derrière ses lunettes fumées, ses yeux fatigués révélaient qu'elle portait un poids invisible. Lui demandant s'il pouvait réparer la voiture, elle suivit Jacob jusqu'à son abri et il installa la batterie à charger. Elle s'assit sur la seule chaise du lieu, annulant au téléphone réunion et rendez-vous, avant de lui poser des questions sur sa vie, ses études interrompues faute d'argent, sa femme, sa fille et les soirs où il allait se coucher affamé pour qu'Hélène puisse manger. Contrairement à beaucoup, elle écoutait vraiment, avec une attention rare et presque tendre. Lorsque la voiture repartit, elle lui demanda le prix, puis lui remit 20 000 neuras pour un travail valant 5 000. Avant de partir, elle lui tendit sa carte, Amanda Okoro PDG Okoro Estate Investment. Jacob resta longtemps immobile, la carte entre les doigts, se demandant si cette promesse d'aide était réelle. Plus tard, à la maison, il montra l'argent à Mariam qui, inquiète, lui ordonna de ne jamais appeler cette femme. Il rangea donc la carte, essayant de l'oublier jusqu'au jour où Hélène revint de l'école en larmes, 6 mois de frais impayés, une semaine avant son renvoi. Le cœur brisé, Jacob sortit la carte, composa le numéro malgré les supplications de Mariam. Lorsqu'Amanda décrocha, sa voix apaisée résonna comme une porte qui s'ouvre. Elle lui demanda combien il lui fallait, il répondit 250 000 neuras, hésitant, honteux. Un silence tomba, lourd, mais plein de quelque chose que Jacob ne pouvait définir. Puis Amanda dit doucement, « Viens chez moi demain. Nous en parlerons. » Ces mots flottaient comme une promesse, ou un avertissement. « Je t'enverrai l'adresse. »« Merci, madame. Que Dieu vous bénisse. » Elle répondit doucement, presque taquine, « Arrête donc de toujours m'appeler madame. Je m'appelle Amanda, utilise mon nom. » L'appel se termina, et Jacob resta immobile, fixant son téléphone, encore troublé par ce qu'il venait d'entendre. Derrière lui, Mariam, les bras croisés dans l'encadrement de la cuisine, observait en silence. « Donc tu l'as appelé, dit-elle, sans vraiment poser de questions. Jacob inspira, « Notre fille doit aller à l'école. Que voulais-tu que je fasse ?» Mariam explosa, « Tu aurais dû te comporter en homme, trouver une autre solution au lieu de courir vers une inconnue qui te donne son numéro dès le premier jour. » Jacob tenta de calmer les choses, « Pas ce soir, s'il te plaît. » Mais Mariam insista, « Tu crois que je ne vois pas clair ? Une femme riche, un jeune mécanicien séduisant. » Jacob réfléchit. Personne n'aide sans rien en retour. Elle retourna à la cuisine en murmurant, « Tout cela finira mal. » Le lendemain, Jacob monta dans un bus. L'adresse d'Amanda le mena dans un quartier qu'il n'avait vu qu'à la télévision, d'immenses maisons, des portails hauts comme des murs, des pelouses parfaites, des gardes à chaque entrée. Lorsqu'il donna son nom, on le laissa entrer sans discussion, comme si on l'attendait. La maison d'Amanda était impressionnante, sol en marbre, lustres étincelants, meubles trop luxueux pour oser s'y asseoir. Jacob resta debout sans bouger, jusqu'à ce qu'une voix de femme résonne, furieuse, « Amanda, qu'est-ce que cette saleté fait chez nous ?» La femme, Amaka, ressemblait à Amanda mais son regard n'était que mépris. Amanda entra, élégante dans une simple robe coûteuse, « Calme-toi, Amaka, il est invité. » Amaka toisa Jacob, dédaigneuse, « Regarde-le, ses vêtements, un mendiant. Que fait-il ici ?» Amanda répondit calmement, « Ma voiture est tombée en panne, il m'a aidé. Et aujourd'hui, il vient chercher un simple remerciement. » Amaka ricana, « Ces gens sentent l'argent. »
renvoie-le avant qu'il ne vole quelque chose. Les joues de Jacob brûlaient, il aurait voulu répondre, mais aucun mot ne sortit. Amanda, glaciale, trancha, ça suffit. Cette maison est la mienne. Si tu ne peux pas être respectueuse, sors. Deux jeunes hommes entrèrent, saluèrent Amanda puis remarquèrent Jacob. Qui est-ce? Jacob, un ami, répondit-elle. Amaka souffla d'un ton sec. Un mécanicien, maintenant notre ami. Puis elle prit ses fils par le bras. Venez, avant que la pauvreté ne vous contamine. Jacob resta figé, minuscule dans cette demeure dorée. Amanda posa une main rassurante sur son bras et murmura des excuses. Puis, dans un aveu inattendu, elle lui confia sa solitude, son désir d'être aimée non pour son argent mais pour elle-même. Jacob savait qu'elle avait raison. Malgré leur différence d'âge, ils s'étaient attachés. Ils se rapprochèrent trop près pour revenir en arrière et finirent par passer la nuit ensemble dans un hôtel où, pour quelques heures, milliardaires et mécaniciens oublièrent le monde. Au matin, Amanda rentra vers 9 heures. Amaka l'attendait, prête à juger. « Tu n'es pas rentré hier. » « Laisse-moi deviner, ce mécanicien ?» Amanda ne répondit pas, mais sa sœur continuait, blessante. « Tu as 65 ans, Amanda. Tu t'affiches avec un garçon de l'âge de ton fils. Tu n'as donc aucune honte ?» Amanda se retourna, cinglante. « Et toi, qui as détruit ton mariage et vis dans ma maison car tu n'as nulle part où aller, tu veux me parler de honte ?» Pourtant, en montant l'escalier, Amanda sentit naître un doute. Peut-être faisait-elle une erreur. Les jumelles avaient toujours été proches, mais leur destin avait divergé. Amanda avait bâti sa fortune à la force du travail. Amaka avait vécu facile, dépensant sans compter, toujours entretenue par sa sœur. Et parce qu'Amanda ne pouvait avoir d'enfant, Amaka s'autorisait à régenter sa vie, comme si l'absence de maternité la rendait incomplète. À côté, la situation de Jacob s'effritait. Mariam voyait l'argent qui entrait soudainement, les factures payées, la nourriture abondante. « Donc ta riche bienfaitrice te nourrit maintenant » lança-t-elle un soir. Jacob tenta de justifier, « Grâce à elle, Hélène ira à l'école. Nous mangeons enfin correctement. » Mariam le coupa, « Je voulais un mari, pas l'animal domestique d'une femme riche. » Les disputes devinrent quotidiennes. Enfin, la honte atteignit son sommet. Mariam convoqua toute la famille et dévoila publiquement l'histoire, comme un procès. Mariam annonça que Jacob entretenait une relation avec une femme riche, presque de l'âge de sa mère, et affirma qu'il ramenait de l'argent à la maison en espérant qu'elle garde le silence. Sa mère resta impassible et le père de Jacob, sombre de colère, lui demanda si c'était vrai. Jacob tenta d'expliquer que cette femme n'était qu'une amie qui leur venait en aide, car il n'arrivait pas à subvenir aux besoins de sa famille. L'oncle répliqua qu'il se vendait et vivait entretenu. Jacob répondit qu'elle comptait pour lui et qu'il tenait également à elle. Il ajouta qu'il pouvait désormais payer le loyer, que leur fille Hélène allait à l'école et qu'il avait enfin l'impression de couvrir les besoins du foyer. Mariam éclata de colère, affirmant que cet argent n'était pas le sien et qu'il n'était pas le véritable pourvoyeur, provoquant chez Jacob un torrent de colère, de honte et de frustration accumulée. Il lui reprocha de toujours l'avoir rabaissé, de lui avoir fait sentir qu'il n'était jamais assez, même maintenant que leur vie s'améliorait. Le silence tomba, puis Mariam le gifla. Jacob, brûlé d'orgueil, quitta la maison sans se retourner. Pendant ce temps, Amanda se sentit soudain étourdie, nauséeuse, épuisée. Pensant d'abord au stress, elle consulta un médecin qui, après plusieurs examens, lui annonça qu'elle était enceinte de 8 semaines, un miracle inattendu pour cette femme de 65 ans longtemps considérée comme stérile. Sous le choc, elle appela Jacob qui, paniqué, s'éloigna d'elle et cessa de répondre. Amanda pleura seule, une main posée sur son ventre, tandis qu'en bas Amaka, sa sœur jumelle, calculait déjà ce que signifiait l'arrivée d'un héritier sur l'héritage familial. Terrifiée à l'idée de perdre sa situation et les avantages dont elle profitait depuis des années, elle proposa à Jacob de se débarrasser du bébé, lui offrant argent et alcool pour l'Y pousser. Au lieu d'obéir, Jacob prévint Amanda du piège et s'enfuit avec Mariam et leur fille en direction d'Ibadan. Amanda apprit la trahison, observa sa sœur sans rien dire, puis un jour l'obligea à goûter un thé qu'Amaka avait préparé pour elle. Face à son refus, Amanda révéla ce qu'elle savait. La tentative d'empoisonnement,
l'argent donné à Jacob, le complot. Amaka s'effondra, implorant le pardon, mais Amanda resta ferme, elle lui demanda de quitter la maison avec ses enfants avant la nuit. Le cœur lourd, mais déterminée à protéger la vie qui grandissait en elle, Amanda la regarda partir sous la pluie, brisée mais décidée à reconstruire son existence. Pour la première fois depuis des années, elle dormit seule, sereine, convaincue d'avoir fait le bon choix. Le lendemain, face au miroir, elle se vit âgée, enceinte, séparée de sa sœur, abandonnée par Jacob, mais libre, enfin libre. Peut-être élèverait-elle cet enfant seule, peut-être Jacob reviendrait-il, peut-être Amaka finirait-elle par comprendre ce qu'elle avait perdu, mais l'histoire d'Amanda ne faisait que commencer. Les jours suivant le départ d'Amaka furent silencieux, trop silencieux. La maison immense semblait creuse, l'écho de chaque pas d'Amanda résonnait comme un rappel, elle était seule. Pourtant, au cœur de cette solitude naissait une force nouvelle, tissée de peur et d'espérance. Elle se leva tôt chaque matin, se rendit à ses rendez-vous d'affaires, mais posait sans cesse la main sur son ventre, ce futur fragile qu'elle refusait de laisser disparaître. Cependant, personne ne pouvait ignorer longtemps la nouvelle. Dans les journaux, les titres explosaient. Amanda Okoro enceinte à 65 ans, miracle ou scandale? Le père serait un mécanicien d'Oda. Le monde riait, jugeait, inventait. Amanda, forte face aux caméras, pleurait en silence quand les lumières s'éteignaient. Pendant ce temps, à Ibadan, Jacob vivait une autre tempête. Mariam l'observait sans cesse, comme si chaque respiration qu'il prenait l'accusait de trahison. Hélène, confuse, sentait les tensions et restait souvent silencieuse. Jacob travaillait dans un petit garage poussiéreux, tentant de reconstruire une vie normale. Mais la nuit, il rêvait de la voix d'Amanda, de son sourire fatigué, de ses mains tremblantes sur son ventre. Il avait fui par peur, peur du jugement, peur de son père, peur de la responsabilité d'un miracle que même la science ne comprenait pas. Mais pouvait-il fuir éternellement? Un soir, alors qu'il rentrait du travail, il aperçut Mariam rangeant frénétiquement des vêtements dans un sac. « Tu vas où ?»« Chez ma mère. Je n'arrive plus à vivre dans cette ombre. Je veux qu'on recommence, toi et moi, mais pas avec ce passé qui nous suit jusqu'ici. » Elle s'arrêta, le regard brillant de larmes. « Jacob, si tu veux réparer notre famille, alors ferme ce chapitre. Oublie-la. » Il resta immobile. Oublier? Comment oublier une femme qui avait bouleversé son destin? Comment renier un enfant qui portait son sang? Cette nuit-là, Jacob ne dormit pas. Au petit matin, il prit un vieux carnet et écrivit une lettre. Une lettre qu'il lut, relut, puis plia avec soin avant de la glisser dans une enveloppe. Les mains tremblantes, il acheta un billet de bus pour la gosse. Il ne savait pas s'il cherchait des réponses, du pardon, ou une seconde chance. Lorsque la porte de la villa s'ouvrit, Amanda resta pétrifiée. Jacob se tenait là, aminci, le regard grave, la lettre à la main. 8 semaines, alors maintenant 10, murmura-t-il en fixant doucement son ventre. Amanda baissa les yeux, la gorge nouée. Pourquoi es-tu revenu, Jacob? Pour l'argent? Pour l'enfant? Ou par culpabilité? Il inspira, profondément. Pour toi. Pour ce que j'ai fui. Pour ce que j'ai fui en moi-même. Elle recula légèrement, blessée par l'écho de son abandon. Il posa alors la lettre dans sa main. Lis-la plus tard. Mais écoute une chose, si tu veux que je sois là, je resterai. Et si tu me demandes de partir, je partirai pour de bon. Ce choix t'appartient. Un silence suspendu, fragile. Puis Amanda, épuisée, se laissa tomber dans ses bras. Pas comme une femme amoureuse, mais comme une femme qui n'en pouvait plus d'être forte. Les mois passèrent. Jacob resta près d'elle, non comme un amant possédé par la passion, mais comme un homme décidé à assumer les conséquences de ses actes. Il accompagna Amanda aux échographies, répara un vieux atelier près de la résidence, trouva du travail stable. Hélène, lors de ses visites, s'attachait à Amanda avec l'innocence lumineuse des enfants. Et lorsque vint le jour de l'accouchement, un matin d'orage, Jacob fut à ses côtés. Les médecins luttaient, le temps semblait suspendu. Amanda, pâle mais déterminée, tenait sa main avec une force qu'il ne lui connaissait pas. Puis un cri déchira la salle.
Une petite fille. Vivante. Parfaitement vivante. Amanda éclata en sanglots, son front collé à celui du bébé. Jacob sentit quelque chose se briser en lui ou peut-être se réparer. Il murmura. Bienvenue, miracle. Amanda sourit. Elle portera ce nom. Mais l'histoire n'était pas terminée. Car loin de là, Amaka, chassée, humiliée, ruinée, n'avait pas dit son dernier mot. Et parfois, les blessures familiales sont plus dangereuses que la pauvreté, plus tranchantes que la honte. Car si un miracle peut naître, un désastre peut, lui aussi, revenir au monde. Les premiers mois après la naissance de Miracle furent doux, presque irréels. Amanda, malgré son âge, rayonnait comme jamais. Jacob, plus stable, travaillait chaque jour dans son atelier rénové. Mariam, quant à elle, venait parfois voir Hélène, mais ses visites étaient courtes, prudentes, comme si elle craignait de rouvrir une blessure encore vive. On vivait, enfin. On respirait. Mais la paix n'est jamais éternelle. Un matin, un journal glissé sous la porte porta un titre qui fit trembler Amanda. L'héritier est né, qui contrôlera l'Empire Okoro? Pas un mot sur elle. Pas un mot sur Jacob. Seulement l'argent. L'Empire. L'héritage. Amanda comprit aussitôt, la nouvelle venait de sortir au grand public. Les vautours sentiraient bientôt le sang. Elle serra Miracle contre elle. Ils viendront, murmura-t-elle. Et ils ne me prendront rien. À 200 kilomètres de là, Amaka lisait ce même article. Les mots lui brûlèrent la gorge. Elle lança le journal au sol, furieuse. Alors c'est fait. Elle l'a vraiment eu, cet enfant. Ses fils, désormais adolescents, la regardèrent sans comprendre. Amaka, elle, comprenait parfaitement ce que cette naissance signifiait. Elle perdait tout. Le nom. La fortune. La maison. Sa place dans l'ombre confortable d'Amanda. Mais au lieu de s'effondrer comme auparavant, quelque chose se durcit en elle. Une rancœur ancienne, déjà vive, se transforma en détermination glaciale. Elle décrocha son téléphone. « Allô, maître Salisu ?» Une voix rocailleuse répondit. « Madame Amaka, je vous écoute. » Elle inspira longuement. « Je veux engager une procédure. Pour héritage contesté. Mais votre sœur est en vie, madame. Et l'enfant aussi, malheureusement. » Un silence chargé d'intention s'étira. Puis la voix de l'avocat, basse, pragmatique. « Ce sera long. Et coûteux. »« Peu importe, répondit-elle. Ce qui est à moi doit me revenir. » Et dans ses yeux, une flamme noire venait de naître. Pendant ce temps, Nigeria tout entier parlait d'eux. Des caméras campaient devant le portail Okoro Estate. Des journalistes criaient le nom de Jacob, certains l'insultaient, beaucoup l'enviaient. Un soir, alors qu'il rentrait, un homme l'attendait à la grille. Grand. Costume sombre. Regard affûté. Jacob Olamilcan? Oui. Qui êtes-vous? L'homme tendit une enveloppe scellée. Le poids du papier fit trembler ses doigts. Vous êtes officiellement convoqué au tribunal. Demande déposée par Amaka Okoro. Jacob pâlit. Amanda arriva, Miracle contre sa poitrine. Qu'est-ce que c'est? Jacob lui remit l'enveloppe sans parler. Amanda lut. Ses lèvres se crispèrent. Elle veut la garde de notre enfant, et la gestion complète de ma société. Son cœur se serra, pas de peur, mais de trahison. Elle veut tout me reprendre. Même Miracle. Jacob serra sa main. Pas comme un homme certain de gagner, mais comme un homme prêt à se battre. Alors nous nous battrons, dit-il avec fermeté. Amanda sentit son regard se durcir, comme du marbre. Elle releva la tête lentement, digne comme une reine. Qu'elle vienne. Ce n'est que le début. Mais dans l'ombre, Amaka avançait déjà ses pions. Elle acheta des témoignages. Ressortit de vieilles photos de Jacob. Fit répandre des rumeurs. Qu'il avait séduit une vieille femme pour sa fortune. Qu'il manipulait l'enfant. Que Amanda n'était plus lucide à son âge.
Que miracle était un risque, un bébé né trop tard. Internet s'enflamma. Les journaux suivaient. L'opinion se retournait. Et le jour du procès arriva. Dans la salle, Amanda entra avec dignité. Jacob, tendu mais résolu, avançait à côté d'elle. Miracle dormait contre sa poitrine, paisible. Puis les portes s'ouvrirent. Amaka entra. Maquillée de pouvoir. Habillée de vengeance. Elle souriait, un sourire trop calme pour être innocent. « Ma chère sœur », souffla-t-elle en s'asseyant. Aujourd'hui, la vérité éclatera. Amanda la fixa droit dans les yeux. « Oui. » répondit-elle. « Et tu n'es pas prête pour ce qui va sortir. » Car Amanda n'était pas venue qu'avec un bébé et un mécanicien. Elle avait un avocat. Des preuves. Et un secret. Un secret capable de renverser toute la salle. Et ce secret portait le sang de leur famille.